est en plateau avec Olivier Besancenot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la direction du nouveau parti anticapitaliste. Vous étiez hier place de la République où vous avez manifesté. Vous avez été interpellé par les forces de l'ordre. Racontez-nous. Je n'ai pas été interpellé. J'ai été encerclé avec l'ensemble du cortège auquel j'appartenais. On était à peu près 300 du nouveau parti anticapitaliste, d'Alternative Libertaire et d'Ensemble, clairement identifié par les forces de l'ordre. Encerclé pendant plus de 3h30, la police est venue piocher au sein de notre cortège environ 150 interpellations. Il y a eu une quarantaine de gardes à vue, en tous les cas pour ce qui concerne le nouveau parti anticapitaliste. On est rentré sur la place en négociant avec les forces de l'ordre. On a donc pu rentrer collectivement. Aux premières échauffourées, on a voulu négocier la possibilité de sortir de cette place-là. Ça nous a été refusé, ce qui est plutôt par les forces de l'ordre. Par les forces de l'ordre, absolument. Qui là ont fait du pouce-pouce avec nous, nous ont encerclés et on procédait aux interpellations dont je vous parlais. Donc c'est plus qu'étrange, c'est grave. C'est grave parce que le sens de cette action, ça a été le prolongement d'une action qui a eu lieu dans le cadre de la coalition climat, vous savez, quelques heures auparavant, avec une chaîne humaine qui a regroupé, on ne le dira pas assez, des milliers de personnes pour réclamer autre chose que ce qu'on entend du côté des institutions par rapport à la question climatique. Et puis pour souligner la nécessité de pouvoir manifester. C'est extrêmement important et je crois qu'hier, c'est une journée noire pour le droit de manifester dans ce pays, au-delà de ce qu'on pense de la question climatique. Une journée noire pour les violences qui se sont déroulées place de la République et notamment le fait que le mémorial pour les victimes des attentats ait été saccagé. J'imagine que ce sont des violences que vous condamnez. Écoutez, nous, c'est un secret de polichinelle qu'on ne fait pas partie des manifestants cagoulés, dont on se méfie régulièrement. D'ailleurs, je me souviens qu'au moment des manifestations de Rémi Fraisse, avec le site Reporter, on avait souligné le fait que derrière des manifestants cagoulés, il y avait parfois les forces de l'ordre. Donc ça, on le sait, même la préfecture de Paris le sait. Quant aux images... vous accusez aujourd'hui les forces de l'ordre de s'être encagoulés hier place de la République? Non, ça, j'en ai pas vu. Moi, j'ai pas vu les cagoulés, donc je ne vois pas au-delà de ça. J'ai vu du gaz lacrymogène, j'ai vu les policiers de très près, puisque 3h30, c'est assez long. Je vais vous parler d'images qu'on voit assez peu, malheureusement, dans les médias, en tous les cas, sûrement pas du côté de la propagande gouvernementale. Ça, c'est une image, je ne sais pas si on la voit très bien, mais en tous les cas, elle sera sur notre site du NPA, et je l'ai tweeté pour ma part, où on voit des manifestants protéger le mémorial. Ça n'a pas beaucoup circulé, c'est dommage. Ça, c'est une deuxième image, je vous rassure, j'en ai pas 10 000, puisqu'on parle de saccage du mémorial. Ça, c'est une image où on voit des forces de l'ordre qui, en effet, piétinent le mémorial. Donc, forces de l'ordre qui ont reçu des projectiles, on le voit très bien sur les images. Donc le deux poids, deux mesures. Est-ce que vous justifiez ces violences ou pas? On est d'accord. Non mais écoutez, moi là, vous savez, à l'heure où je vous parle, on a passé, comment dire, des nuits très courtes, parce qu'il a fallu sortir toutes les personnes qui étaient en garde à vue. Et les amalgames qu'utilise le gouvernement pour mélanger tout le monde et mélanger les gens, au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Il y avait une interdiction de manifester, on est en état d'urgence, ça ne vous a pas échappé. Précisément, c'était le sens de la manifestation, Laurence Ferrari. C'était justement de dire que cet état d'urgence ne doit pas nous empêcher de continuer à manifester, précisément en mémoire aussi de ce qui s'est passé le 13 novembre dernier, parce que les terroristes ont probablement une stratégie. Cette stratégie, c'est quoi? C'est que la société vive prostrée, qu'elle soit divisée, qu'il y ait une partie de la population qui se retourne probablement en bloc contre la communauté musulmane. L'état d'urgence, c'est quoi si c'est une société, si c'est justement pas une société suspendue, une société mise sous quarantaine? C'est quoi l'état d'urgence, Laurence Ferrari, si ce n'est précisément une société prostrée, c'est-à-dire ce que réclament les terroristes et ce que veulent les terroristes? Vous savez, après les attentats de janvier, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont pu exprimer leur solidarité. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Pourquoi? Précisément parce qu'il y a l'état d'urgence. Donc je crois que cette aspiration à l'unité humaine, précisément en mémoire des victimes, elle a besoin de pouvoir s'exprimer et ça passe aussi par le droit de manifester. Je sais qu'il y a une réunion unitaire ce soir, elle est extrêmement importante pour qu'au-delà de ce qu'on pense, au-delà des sensibilités syndicales, associatives et politiques, on puisse de nouveau manifester et notamment, je le demande, enfin, je n'ai pas le bras long, mais je le réclame quand même, que la manifestation du 12 novembre, celle prévue par la coalition Climat 21, puisse se tenir justement en marge de la COP 21, puisqu'il y a des manifestations dans le monde entier. Du 12 décembre, pardon, excusez-moi. Emmanuel Cos, qui était à votre place il y a quelques instants, dénonce votre irresponsabilité. Oui, elle est écœurée par le fait que vous ayez manifesté. Que lui répondez-vous? Qu'elle réfléchisse avant de parler comme ça. Qu'aujourd'hui, tout le monde est victime du fait de ne plus pouvoir manifester. Et je lui souhaite simplement de bien réfléchir au fait qu'elle-même, elle aura besoin de manifester probablement dans les jours qui viennent. Voilà. Donc les invectives, vous savez, j'ai entendu beaucoup de choses pénibles depuis quelques heures. Maintenant que les choses vont redescendre un peu, chacun va bien comprendre le sens de ce qui est en train de se passer, le sens profond de ce qui est en train de se passer. Donc j'entends le gouvernement aussi aller très très fort dans des phases avec une instrumentalisation sordide, minable même, de la mémoire des personnes qui ont été victimes des attentats. Et personne ne peut prétendre avoir, je dirais, le monopole
de la mémoire de ceux et celles qui nous ont... Donc ce n'est pas dangereux de manifester. Vous ne pensez pas que vous avez une responsabilité, effectivement? Laurence Ferrari, qu'est-ce qu'on a fait après janvier? Qu'est-ce qu'on a fait après les attentats de janvier? Il y a eu des millions de personnes dans la rue. C'était quoi? À part peut-être la meilleure réponse qu'on puisse apporter au terrorisme. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Et derrière ça, pardon de le dire, parce que je ne suis quand même pas né de la dernière pluie, il y a quand même un gouvernement qui fait une sacrée instrumentalisation pour faire en sorte que dimanche dernier, on ne puisse pas manifester sa solidarité aux côtés des migrants. Migrants pour beaucoup d'entre eux qui fuient précisément le terrorisme. Pour que ce week-end, on ne puisse pas manifester en marge du sommet de la COP21 pour dire toute l'hypocrisie qu'on en pense. Demain, ce sera quoi? La question sociale d'Air France. Vous savez que le 2 décembre, il y a une journée d'action appelée par la CGT. Et puis, il y aura le 12 décembre, une manifestation qui est préparée depuis des mois. La coalition Climat 21, elle prépare ça depuis des mois. Donc, avant de lancer des invectives, comprenez bien qu'à Place de la République, hier, il y avait des milliers de personnes qui étaient absolument pacifiques. On ne les a pas beaucoup vues, on ne les a pas beaucoup entendues. En revanche, je peux vous dire que c'est elles qui étaient en garde à vue. Et le gouvernement sait ce qu'il fait. Quand il y a des cortèges, moi j'en ai fait des manifestations, des cortèges identifiés, collectifs, où il y a des organisations politiques qui sont repérées, en général, la préfecture, elle fait autre chose. Là, elle a fait un autre choix. Avant de parler de la COP21, est-ce que vous avez pavoisé un drapeau français vendredi au moment de l'hommage national, comme le demandait le président de la République? De célébrer la mémoire des victimes, mais comme beaucoup d'ailleurs. Le drapeau français, la Marseillaise, ça fait partie des valeurs de la République? Oui, et puis aussi de beaucoup d'autres valeurs. Voilà, mais là, c'est à l'unisson du président de la République. Je n'avais pas envie. Voilà, mais bon. Pourquoi? Toutes ces réponses apportées au terrorisme, pour moi, elles vont faire qu'alimenter ce qui est en train de se passer. Toutes les réponses sécuritaristes va-t-en-guerre, contrairement à ce qu'on pense, pourront jamais faire partie de la solution, puisqu'elles font partie du problème depuis le départ, d'ailleurs. Sécuritariste, je vous le disais tout à l'heure, une société prostrée, va-t-en-guerre, parce qu'il y a malheureusement des bases matérielles à l'existence de Daesh, et les interventions militaires occidentales en font partie. Alors, je ne vous dis pas que Daesh n'est que l'ombre de l'intervention militaire occidentale. Ça a pris sa propre envol. Et moi, je suis internationaliste, je ne suis pas indifférent à ce qui se passe dans le monde. Mais par exemple, ceux et celles qui sont sur le terrain et résistent à la fois à la dictature d'Assad d'ailleurs, mais aussi à Daesh. Je pense par exemple aux Kurdes de Kobané et de Syrie. Ils réclament quoi? Un couloir humanitaire, politique, économique et militaire pour que les armes passent, pour que les combattants passent. Or, c'est un secret pour tout le monde, enfin c'est un secret pour personne, pardon, que le gouvernement d'Erdogan en Turquie, par exemple, ouvre ses frontières aux djihadistes et les ferme aux combattants kurdes. Or, on déroule un grand tapis rouge, par exemple, au gouvernement d'Erdogan. D'ailleurs, je me souviens que même après les attentats de janvier, on l'a accueilli. Et l'organisation révolutionnaire kurde qui s'appelle le PKK est, à l'heure où je vous parle, fixée sur la liste des organisations terroristes, que ce soit par la communauté internationale ou le gouvernement français. Donc, plutôt que de nous faire des grands discours, M. Hollande ferait bien de retirer, par exemple, le PKK de la liste des organisations terroristes. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs qui sont tentés dimanche de mettre un bulletin Front National dans l'urne parce qu'ils veulent plus de sécurité dans notre pays? Qui se trompent. Voilà, mais il y a tellement de personnes qui leur parlent de façon paternaliste. Donc, au bout d'un moment, les gens, ils ont envie de goûter. Voilà, je leur dis simplement, vous pensez braquer peut-être une arme contre le système, vous allez vous tirer sur vous-même. Mon problème, il n'est plus là. Les gens qui votent, c'est des grandes personnes. Voter pour le Front National, ça a un sens politique sur les questions sociales, sur les questions démocratiques, sur les questions d'immigration. Mais le problème, c'est quel bloc politique on pourrait avoir à gauche qui soit capable de capter un peu la colère. Et le problème, c'est du côté de la gauche radicale ou de la gauche non gouvernementale, c'est la dispersion, c'est le manque d'unité, c'est des ambitions personnelles pour les uns, c'est des organisations qui se présentent contre le Parti socialiste au premier tour, à fond contre le gouvernement, et qui au deuxième vont co-gérer les régions avec ce même parti de gouvernement. Et ça, au bout d'un moment, ça nous discrédite. Donc le chemin de la reconstruction et de la fédération des forces anticapitalistes, on n'en a plus besoin, mais pour rien vous cacher, je pense que la séquence électorale, pour l'instant, ce n'est pas forcément le meilleur point d'appui. J'espère en tous les cas que contre l'état d'urgence, sur des questions climatiques et des questions sociales, on arrivera à se retrouver. Et c'est pour ça qu'il y a des réunions unitaires qui se tiennent en ce moment, qui sont extrêmement importantes. La COP21, est-ce que vous croyez qu'il fallait qu'elle ait lieu? Est-ce que vous avez foi dans ce qui va être décidé, cet accord qui est en train d'être négocié? Non, évidemment, j'ai aucune illusion. Comme à chaque sommet, de toute façon, il n'y a pas d'accord. Et puis là, évidemment, la plus grande blague, c'est qu'évidemment, ça ne sera pas contraignant. Quoi qu'en dise François Hollande, ce ne sera pas contraignant. Donc ce sera des vœux pieux. Des vœux pieux qui, en plus, quand on regarde de près, d'après, y compris les organisations internationales, l'ONU entre autres, fixe finalement un réchauffement climatique à 3 degrés. Or, tout le monde sait qu'il faudrait être en dessous de 2 degrés, voire 1,5 degré. Donc on est très loin des mesures d'urgence qu'il faudrait prendre. Il y a l'hypocrisie la plus totale, avec des engagements qui avaient été pris auparavant qui ne sont jamais tenus. Le fameux fonds vert pour les pays du Sud, qui sont les premières victimes de la pollution, par exemple. Non seulement les sommes n'arrivent
n'arrivent pas, mais elles sont dérisoires par rapport aux subventions publiques qu'on donne, par exemple, du côté des puissances du G20 aux énergies fossiles. Et puis, derrière tout ça, il y a, si vous voulez, c'est ça l'origine de l'impasse politique, c'est qu'on cherche finalement à refaire une source lucrative de la question de la lutte contre le réchauffement climatique. On fait des nouveaux marchés, des nouveaux business. C'est le marché carbone, c'est un marché. Il y a un marché des droits à polluer. C'est quand même dingue qu'on donne un prix au carbone et qu'on reproduise dans ce domaine-là aussi, finalement, toujours la division entre ceux qui pourront se l'acheter et ceux qui ne pourront pas se l'acheter. On va faire de la captation carbone, du marché propre, soi-disant du carbone propre. Ça aussi, c'est bien rigolo. Mais ça sera un business juteux. Pareil que souhaitent le faire certaines multinationales sur les énergies renouvelables. Donc je pense que si on voulait un peu arrêter de raconter des histoires aux enfants, il faudrait prendre des mesures d'urgence climatique radicales. Je pense qu'il y en a au moins une. Vous en avez pas mal, oui. Sortir du nucléaire en moins de 10 ans, des énergies fossiles avec 100% d'énergie renouvelable en 2050. Ça passe par un service public de l'énergie. Ça passe par un service public de l'énergie. Ça veut dire qu'il faut réquisitionner tous les opérateurs énergétiques actuellement, de Total, Areva, EDF, j'en passe et des meilleurs, pour les unifier dans un seul et même service public qui est le monopole de l'activité. Ça veut dire en effet exproprier ceux qui spéculent dans ce domaine-là. C'est le seul moyen d'envisager une transition énergétique où on soit capable en effet de sortir et des énergies fossiles et du nucléaire. Mais ça, on n'est pas les seuls à le penser, heureusement. C'est aussi l'objet d'une campagne internationale. Mais en tous les cas, c'est des mesures radicales qui prouvent que les questions écologiques et les questions sociales sont extrêmement liées. Donc là, c'est que de la com, cette COP21 ? C'est énormément de com. Beaucoup de poudre aux yeux, et puis c'est de nouveau l'impasse, parce que malgré tout, derrière ça, il y a une urgence extraordinaire. Vous savez, il y a une figure du mouvement altermondialiste, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, mais qui s'appelle John Holloway, qui a utilisé une belle image. Il a dit qu'à l'occasion de ces sommets, finalement, on peut envisager la fin du monde. On a des experts qui viennent nous expliquer à la télé qu'on peut tous mourir sous le réchauffement climatique, enfouis par les océans. Donc la fin du monde est un sujet. Il y a quelque chose qui n'est pas un sujet, c'est le changement de société. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, on pourrait ne pas tous mourir, changer de mode de production et de consommation, mais pour ça, il faut en finir avec le logiciel de l'économie de marché. Quand on dit ça, soit on est pris pour un doux rêveur, soit pour quelqu'un de dangereux, mais en tous les cas, visiblement, c'est toujours pas à l'ordre du jour, même quand, paraît-il, il y a des gouvernements de gauche au pouvoir, avec une partie de leurs alliés écologistes. Je dis ça pour Emmanuel Cos, par exemple. Mais je l'invite à lire la tribune de Mediapart, où Noël Mamère, par exemple, Eva Joly, ont pris position avec moi, puis avec d'autres d'ailleurs, pour dire qu'on continuera à manifester, justement, même pendant l'état d'urgence.